50 000 euros de dons en 2 semaines. Eh bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Tocsin vivra, Tocsin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Tocsin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Tocsin matin, Tocsin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Tocsin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Tocsin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. Corps. 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 Corps à corps. Et oui, si nous avions tort depuis le début, et si nos yeux étaient trop bornés, si nos médias étaient sous ornières, et si nos bouches en muselière, pour oser voir et pour oser dire ce que l'on voit. L'Ukraine est un exemple parmi d'autres de cet aveuglement volontaire, et 2 hommes ont écrit à ce sujet récemment. Il est temps aujourd'hui de détricoter ce récit narratif et de comprendre ce qu'il y a vraiment en œuvre. À qui sert la guerre? C'est un peu la question. On en parle tout de suite avec nos 2 invités, François Martin et Michel Collomb. Bonjour François Martin. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du groupement professionnel HEC, Géostratégie et coprésident. Oui, pardon. C'est ça, oui. Et coprésident du pôle HEC Globalisation et auteur de ce livre, L'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous sommes également avec Michel Collomb. Bonjour Michel Collomb. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste, fondateur d'Investing Action. Vous allez nous, je ne sais pas s'il faut que je le prononce à la française d'ailleurs. Ouais. C'est francophone, oui. Vous allez nous d'Investing Action. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement. Et auteur de ce livre aussi fondamental, Ukraine, la guerre des images, édition Investing Action d'ailleurs. Peut-être expliquez-nous ce que c'est que Investing Action. C'est spécial, c'est à la fois un média indépendant sur Internet, une chaîne vidéo YouTube, puisque la télévision est bloquée, un éditeur de livres et un centre de recherche sur les stratégies de guerre et de désinformation. Ça va toujours ensemble. Ça a été fondé en 2004 et ça s'est développé petit à petit. On a maintenant une 12aine de personnes qui travaillent avec nous, principalement dans le journalisme d'enquête et la recherche. Et c'est pas évident à cause de la censure générale des médias, à cause des attaques aussi de gens qui trouvent intérêt dans la guerre et dans les injustices. Donc, c'est pas évident, mais en même temps, c'est exaltant. Oui, et justement, votre livre Ukraine, la guerre des images, 50 exemples de désinformation, j'imagine, est un peu le concentré du travail que vous avez produit avec Investigation. Voilà. Un livre, d'ailleurs, les 2 livres sont exemplaires. L'Ukraine, un basculement du monde. Vous revenez vraiment, François Martin, vous refaites toute la généalogie, finalement, de ce qui s'est passé dans la guerre ukrainienne et ce qui s'est passé avant ce qu'on a appelé la guerre en Ukraine, jusqu'au BRICS, jusqu'à on va dire, justement ce qui se passe sur la scène géopolitique et le fait qu'on ne soit plus dans un monde binaire, mais bien multipolaire. Oui. Et puis, Michel Collomb, ce qui est très intéressant, c'est justement que vous... Enfin, c'est vraiment un livre presque ludique, puisque vous partez en fait à chaque fois de faits, avec des images, ce qui a été dit, et vous le déconstruisez, vous expliquez comment vous le déconstruisez. Et je voudrais citer votre introduction, justement, vous dites pourquoi nous avons intérêt à vérifier, et vous commencez par cet exemple, Métro. Donc, ce 24 février 2022, c'est le journal Métro. Cette image bouleverse l'Europe entière. Mercredi soir, Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, à la grande stupeur du monde entier. Je cite l'article. Les Ukrainiens ont fui le pays par centaines de milliers, ce qui a donné lieu à des scènes déchirantes. Un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille. Et oui, et là vous commentez, personne ne peut rester insensible à ce récit, sauf que ce récit est faux.
Voilà, ça a commencé dès le début, dès la première image, ça a commencé par du faux. La scène a été filmée non pas le 24 février, donc au moment de l'invasion de Vladimir Poutine, mais le 21, 3 jours avant l'invasion russe. Ce papa ukrainien, donc on voit en photo dans cette scène déchirante, ne combat pas avec Zelensky, mais contre Zelensky, parce qu'en réalité, l'armée ukrainienne intensifie depuis quelques jours ses bombardements massifs sur les villes du Donbass. Voilà votre introduction. Et c'est quand même franchement... très fort de café, pour le dire gentiment, de la part des médias, d'avoir détourné cette image. Et heureusement que vous êtes là pour montrer comment on manipule les images et comment elles ont été manipulées. Je précise tout de suite d'ailleurs que vous dites dans votre livre, la manipulation existe de tous les côtés, seulement nous, on n'en voit qu'une. On ne parle que d'une propagande. C'est ce sur quoi vous insistez, Michel Collomb. Oui, je rajoute à ça, bonjour Michel, je suis heureux de faire votre connaissance. Je vous ai largement cité dans mon livre, dans la première partie de mon livre. Je rajoute qu'on a toujours le même principe, on a deux principes en fait. Le premier, c'est de prendre un film et puis de couper la première partie du film, l'acte 1, et de commencer à l'acte 2. C'est-à-dire, si on regarde ce qui s'est passé à partir de 2014, on voit que véritablement les États-Unis ont fomenté complètement le coup d'État, puisque Victoria Nuland annonce le futur gouvernement 15 jours avant le Maïdan. Oui. Donc en fait, c'est parfaitement préparé. Ensuite, je rappelle que on nomme comme ministre des Finances du premier gouvernement la chargée des questions économiques du poste de l'ambassade des États-Unis à Kiev, comme ministre des Finances de l'Ukraine. Et on lui donne la nationalité ukrainienne le jour de sa prise de fonction. Alors, si ça, c'est pas une prise de pouvoir, je sais pas ce que c'est. Une prise de pouvoir américaine. Et après, il y a 8 ans de bombardement des populations du Donbass. Alors, on vous dit, les Russes ont attaqué le 22 février. Non, il manque simplement la première partie du film. Voilà. Alors ça, c'est un des trucs. Et l'autre truc qui revient à chaque fois, c'est que on vous dit toujours, allez, regardez quel est votre ressenti. C'est-à-dire, on vous sort dès le début du système qui consiste à vous faire penser la question, analyser la question comme vous le faites dans vos émissions. Donc on parle sur un constat d'abord affectif, et à partir de ça, on construit un narratif avec des bons et des méchants, et un système de bouc émissaire. Donc vous êtes bon, vous êtes méchant, et quand vous êtes là-dedans, vous n'avez plus le droit d'en sortir. Voilà les deux, à mon avis, caractéristiques de la façon dont les narratifs se posent aujourd'hui. Et ce qui est vrai pour l'Ukraine est vrai pour beaucoup d'autres sujets, que ce soit le réchauffement climatique ou bien le vaccin, etc. Donc, quel est votre ressenti ensuite avec les bons et les méchants? Oui, alors, et puis, Michel Collomb, je vous donne la parole, mais juste avant, ce qui est particulièrement intéressant, et c'est très intéressant, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, mais on a un autre exemple aujourd'hui d'une scène de guerre, c'est l'Arménie, et on voit bien justement que le narratif est complètement différent. Et donc, cette propagande occidentale de dire nous sommes là pour sauver ceux qui sont sur le continent européen, etc. Bon, là, s'effondre totalement. Donc, maintenant, Michel Collomb, je vous donne la parole. Mais vous avez raison de souligner que quand on nous attire notre attention sur le fait du jour, on cache soigneusement tout ce qui s'est passé avant et les causes de ce qu'on voit. Et Clémence, vous avez raison de souligner au début que tout ça joue énormément sur l'émotion. Quand vous, moi, n'importe qui, on voit des photos d'enfants qui souffrent, évidemment, on a un réflexe dans les tripes et on veut tout faire pour arrêter ça. Et donc, malheureusement, et c'est tout à fait légitime, je pense que toute guerre est horrible et que c'est bien dommage que le mouvement anti-guerre ait disparu alors qu'il est plus nécessaire que jamais. Mais ce qui est important, c'est que cette émotion, elle est manipulée de façon honteuse. C'est-à-dire qu'on montre quelque chose pour provoquer un réflexe humain et il s'agit d'empêcher de réfléchir. Mais qu'est-ce qui arrive exactement ? Qu'est-ce que cette photo nous montre exactement? Parce que ça devrait être fait dans les écoles, mais malheureusement, c'est pas le cas. On devrait apprendre à tout le monde, et particulièrement aux jeunes, à regarder une image et à comprendre que c'est pas parce qu'on voit une image qu'on a compris qui elle montre, quoi se passe, quand ça s'est passé, pourquoi, les causes, qu'est-ce qu'il y a eu avant. Et ça, c'est le commentaire. Et dans le cas que vous avez montré, le commentaire est totalement manipulateur. Et il a pour but justement de faire en sorte que le public soit pris par les tripes, adhère à un discours qui à la fois veut susciter la compassion et la trouille, il n'y a pas d'autre mot. Après, on va jouer sur la peur du nucléaire, des choses pareilles. Et donc, il s'agit de traiter
les spectateurs de manière infantile, c'est-à-dire de les empêcher de réfléchir, mais pourquoi ça arrive, qui est responsable de ça, quel a été l'enchaînement des événements. Imaginez qu'un juge ferait ainsi et regarderait seulement un moment d'une action et dirait à un des deux camps en présence je refuse de vous écouter, ce qui est vraiment le cas dans les grands médias publics et les grands médias aux mains des milliardaires, c'est vraiment une caricature. Donc, il est urgent que des professeurs, des éducateurs, des accompagnateurs, etc., dans tous les milieux, donnent une éducation. Non, l'image ne prouve pas rien par elle-même. Il faut décoder, il faut comprendre, il faut confronter les points de vue. Ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de débat autour des images et des infos, il n'y a pas de démocratie. Et malheureusement, je pense que c'est le cas. Alors, vous avez dit beaucoup de choses très, très, très intéressantes. D'abord, sur le fait que finalement, on fonctionne aujourd'hui par le ressenti, notamment par l'image et par une forme de manichéisme, ce qui est en effet tout à fait enfantin. On est pire que dans du Walt Disney. Et puis, par la peur. Ce sont les deux éléments qui nous gouvernent aujourd'hui. Juste un élément, et après, on va continuer de débattre. Dans cette peur, il y a la peur, par exemple, pour le Covid, d'attraper une maladie, etc., comme on a pu ou la peur d'être fiché, complotiste, d'être fiché dans le camp des méchants, puisqu'aujourd'hui tout est binaire et donc ceux qui demandent à réfléchir sont immédiatement fichés, maltraités, etc. Et ça, c'est un fonctionnement qui me semble, c'est pas nouveau, hein, pour tuer son chien, il faut l'accuser de la rage, mais qui a été très très développé dernièrement. Et juste pour revenir à ce que vous disiez sur le fait qu'il faut former les élèves à l'école aujourd'hui c'est l'inverse. À l'école, dans les manuels scolaires, on forme non pas à la réflexion, mais on dit aux étudiants, allez voir, et c'est écrit dans les manuels scolaires, je vous l'assure, allez voir les fact-checkers. Allez voir les fact-checkers, dont certains, dont Rudy Reichstadt et tout ça, on a prouvé après avec le fonds Marianne, qui sont financés pour faire autre chose que ce qu'ils ont à faire. Donc voilà où on en est aujourd'hui, même dans l'éducation nationale. On est très très loin de ce que vous recommandez, Michel Collomb. Oui, la question de la peur, elle est très importante. Je pense qu'on vit dans une société qui a un malaise profond. On n'a jamais consommé autant de médicaments. Les uns sont jetés au chômage et au rebut et sont considérés inutiles pour la société. Les autres sont obligés de travailler beaucoup trop dans le stress, dans la pression permanente, y compris le week-end, etc. Et on est dans une société vraiment pleine de malaise. Et donc, il s'agit de faire diversion, de mettre un bouc émissaire et de flanquer la trouille sur une cause précise. Je recommande un livre que nous avons édité de Robert Charvin, professeur de droit public, qui s'appelle La peur, avec en sous-titre, si je me souviens bien, Gouverner, c'est effrayer et rassurer. C'est-à-dire, il montre comment dans le passé, avec la religion, l'enfer, etc., et aujourd'hui, avec des peurs modernes, comment... il n'y a pas d'autre mot, on flanque la trouille aux gens pour en faire des moutons. Donc ça, c'est un point très important. Et vous avez raison de souligner les fact-checkers, c'est-à-dire que dans le temps, les médias mainstream, les médias dominants, avaient un quasi-monopole. Souvenez-vous de la guerre d'Irak, la première. Oui. Les journalistes étaient obligés d'accompagner l'armée des États-Unis et de copier ce qu'elle disait. Il n'y avait pas d'autres informations de terrain. Avec Internet, ça a changé. Et avec Internet aussi, des gens comme moi, on a pu commencer à critiquer l'information et à dire non, il y a un autre point de vue, il y a des autres sources, les faits ne se sont pas passés comme ça. Et Rumsfeld, le ministre de la guerre de Bush, qui n'était pas un idiot, a dit Internet c'est devenu une guerre, nous avons un grand problème, tout le monde a un mail, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut filmer des choses comme Abu Ghraib, etc., c'est dangereux, et donc on doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé tous des petits Reichstadt et des gens comme ça, qui se présentent comme fact-checkers et qui sont en réalité des propagandistes des États-Unis, du lobby de la guerre et d'Israël, et qui se présentent comme, voilà, on va vous aider à démêler le vrai du faux, alors qu'en réalité, ce sont juste des copistes, des copier-coller. Et ça, c'est très, très dangereux. Et je pense, parce qu'il ne faut quand même pas désespérer, je pense que la riposte à ça, elle est possible. Nous avons beaucoup de gens qui se méfient de l'information. Ils ont vécu un conflit, ils ont vu ce que les médias en faisaient. Nous avons beaucoup de gens qui se méfient sur l'un ou l'autre point. Je pense qu'il faut dire deux choses. Un, eh bien, sur les autres thèmes que vous n'avez pas eu le temps de vérifier, c'est pareil, c'est vraiment un système. Et deux, vous pouvez faire quelque chose. Il faut former des groupes collectifs
de Comme ce que vous lecture des faites. médias, d'observatoire, comme nous faisons, mais il en faudrait plein, Oui. qui analysent, interpellent les médias et en parlent directement autour d'eux. C'est-à-dire que la bataille de l'info, elle peut être gagnée par les gens. Oui, tout à fait. François Martin. Oui. Je reviens sur un mot que vous avez prononcé, c'est le mot de... vous avez dit dichotomie ou le mot de séparation. En fait, c'est plus que ça, c'est véritablement un système de bouc émissaire. Vous avez vraiment... Quand vous avez une société qui fonctionne, vous avez une société socialement qui va de la pensée ou de l'idée ou du projet au fait. Quand vous avez une société qui fonctionne pas, qui est en tension, qui est en peur, comme on l'a dit, vous avez véritablement des vortex sociaux qui s'organisent autour du système de bouc émissaire. Et vous en avez deux principalement. Celui en temps de guerre, vous êtes un traître, donc il faut vous éliminer physiquement, politiquement, etc. Dans un temps de paix, vous êtes méchant parce que vous n'aimez pas les gentils. Donc dans un cas, c'est la peur, dans l'autre cas, c'est l'affectif. Je vous donne un exemple. Et vous vivez tellement là-dedans que vous ne vous rendez plus compte. Il y a quelque temps, Nicolas Dupont-Aignan est invité par Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk lui dit, mais enfin, Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, c'est quand même les Russes qui ont envahi l'Ukraine, n'est-ce pas? Et Dupont-Aignan dit, oui, mais... Alors moi, j'appelle Dupont-Aignan, je lui dis, vous vous êtes fait rouler. Il ne faut pas lui dire oui, mais. Il faut lui dire, attendez, vous oubliez simplement que pendant 8 ans, les enfants ont été bombardés, donc ça veut dire que vous êtes en train de me dire que si c'est des Russes qui meurent, c'est pas grave, par contre, si c'est des Ukrainiens, c'est grave. C'est ça que vous dites, Sonia Mabrouk? Non, mais surtout, c'était des Ukrainiens. C'est juste des Ukrainiens russophones. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, on finit, ce que je veux dire, c'est qu'on finit par être piégé mentalement parce qu'on s'habitue au fait que, naturellement, il faut penser en termes de bons et de méchants. Oui, donc il y a véritablement un énorme effort à faire pour revenir systématiquement à l'analyse, au réel. Ce qu'on faisait autrefois, d'ailleurs, dans les années 60, on disait, vous devez réfléchir, on considérait que la raison était et aujourd'hui, c'est le cœur qui doit être le choc des images. Et l'affectif, au-delà de tout type de réflexion et d'analyse. Et ça, c'est gravissime. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que quand vous parlez avec des gens populaires, gens populaires, ce syndrome est beaucoup plus marqué chez les classes bourgeoises et chez les élites, etc. Les gens du peuple ont un bon sens naturel, ils se font en général pas piéger. Ils disent, attends, mais là, c'est clair que les Russes, ils sont défendus parce que les autres ont mis la main sur le pays depuis 2014. Vous avez tout à fait raison, et ça, c'est lié au conformisme, en fait. L'élite, plus on est haut dans l'élite, plus on se conforme à un discours bien pensant, propre, joli. On se conforme parce que le système fait que on doit se conformer. Il faut ressembler aux autres. On fonctionne dans un système statutaire essentiellement. Ce n'est pas le cas dans les classes populaires. Où si vous dites que vous êtes pro-Poutine, par exemple, sans aller jusque-là, mais si vous dites ça, vous êtes marqué au fer rouge et vous êtes exclu tout de suite de la communauté. Et si vous faites partie d'élite, vous n'allez plus sur les plateaux, votre éditeur vous appelle plus, etc., etc., etc. Donc, je vais rajouter quelque chose à ce que vous dites. Vous dites le peuple ne voit pas les choses comme cette bien-pensance doctrinale qui est celle notamment des médias et des élites, mais même dans les banlieues. Je veux dire, là, dans les banlieues, on voit une cassure. Hein. Moi, je sais que, par exemple, quand je prends le taxi ou quand tous ces gens qui viennent des banlieues, qui viennent notamment du Maghreb, me disent, mais attendez, ce qui se passe aujourd'hui en Russie, enfin en Ukraine, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et ils ont un discours beaucoup moins manichéen que celui que nous avons. Oui. Parce que justement, ils sont peut-être aussi orientés par une certaine haine de cet Occident-là. Donc c'est une rupture qui est vraiment intéressante à analyser. Et juste pour terminer, quand vous avez ça, il faut gratter derrière ce discours, etc. Et en général, derrière, il y a des grosses, bien sales raisons de détournement, d'argent, de vol et de corruption. C'est ça. Quand on gratte, à qui sert le crime? Voilà, oui, évidemment. À qui profite le crime. Et à qui sert la guerre? C'est ça qu'il faut parler parce que ça, c'est le cœur de l'affaire en général. On y vient immédiatement. Merci François Martin de faire la transition. Non, mais évidemment, Michel Coulon, c'est dans votre livre à la fin. Vous parlez notamment. Écoutez, si vous le permettez, j'avais envie de faire une remarque parce que je trouve que ce qui vient d'être dit est très important sur 2 points. Je crois qu'on a vraiment raison de souligner la dimension de classe sociale dans les réactions à tout ceci. Il se fait que j'ai côtoyé les deux, puisque je viens de la grande bourgeoisie, j'ai été dans le monde universitaire et puis j'ai travaillé comme ouvrier d'usine. Donc, ça m'a donné une expérience de comparaison.
Le problème des intellos, c'est que d'une part, la carrière dépend d'un certain conformisme sur cette question et sur d'autres. Donc, il y a un peu une question de portefeuille aussi. Et puis, il y a une grande illusion. Ils pensent souvent penser avec leur propre cerveau sans remarquer qu'on leur a en fait, dans l'ensemble de la société, insufflé des idées qui sont les idées de certains intérêts économiques, le lobby de la guerre par exemple. Donc, je crois qu'ils auraient vraiment intérêt à réfléchir et à perdre ces réflexes de supériorité. Et je vois bien au contraire que quand vous parlez à un ouvrier, à un simple travailleur, il va vous répondre « mais la guerre, c'est toujours une affaire de fric, n'est-ce pas ? C'est jamais autre chose qu'une affaire de fric. » Donc, c'est effectivement un bon sens social très, très juste. Ça m'est arrivé souvent d'aller dans des classes 16 à 18 ans, donner des cours sur l'éducation aux médias, sur les médias mensonges, etc. Et effectivement, quand vous avez quelqu'un d'origine maghrébine ou black, il a, de par son histoire, de par ce qu'il a entendu dans la famille et de son intérêt aussi, il ou elle a très souvent un réflexe je ne crois pas à la télé, ils ont caché la vérité sur les Palestiniens, sur le Congo, sur ceci, sur cela, donc je me méfie. Et il y a un bon sens vraiment intéressant. Et après, ça donne une discussion selon les origines, selon les médias qu'on lit. Ça donne des discussions très intéressantes dans les classes. Donc, en fait, je crois peut-être pas un bon sens dès le début, social. mais un scepticisme au moins par rapport à ce qui est vendu par les médias, qui permet d'avoir une réflexion et d'avancer ensemble, au moins dans la discussion. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on est toujours d'accord, mais ce qui permet une discussion ouverte et pas seulement je détiens la vérité, il n'y en a qu'une. Avant d'aller sur, en effet, ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire à qui profite le crime, vous citez notamment Michel Collomb, BlackRock, Vanguard et quelques autres, on va y revenir. Je voudrais juste je voudrais juste revenir sur le fait qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de cette élite qui n'arrive pas à réfléchir aujourd'hui, moi, je ne comprends pas comment, en fait, on peut encore rester borné sur un seul discours qui est notamment celui des Américains, alors que, et vous le rappelez, vous avez bien fait de le faire dans votre introduction, ce n'est pas la première fois qu'on se fait avoir. Et à chaque fois, on oublie, j'ai l'impression, et vous le dites, après le faux charnier de Timisoara, après la fausse infirmière pleurant sur les couveuses prétendument volées à Kuwait City, après la petite fiole des armes de destruction massive présentée à l'ONU par Colin Powell, après les énorme, ça, le monde entier a oublié ça, c'était gigantesque. Mais c'est incroyable. Les Américains devraient être au pilori depuis des années. À chaque fois, on continue oublie. À les croire. Et puis surtout, on voit bien que là, dans vos citations, ce sont toujours les mêmes quand même qui sont à l'origine du, entre guillemets, du mal. Après ça continue, après la désinformation multiple sur la Yougoslavie, la Palestine, le Venezuela, la Bolivie et tant d'autres conflits, avons-nous tiré les leçons qui s'imposent ? Eh bien non. Vous vous posez la question, mais moi je vous réponds, on n'a tiré aucune leçon. On ne retient rien. Je veux dire, l'élite, parce qu'on l'a dit, il y a le bon sens populaire et puis il y a peut-être ceux qui ont des origines étrangères qui ont aussi une vision plus sceptique de la version occidentale. Mais nous, élite, médias, etc., ne retenons rien. Je ne crois pas que ce soit ça, Clémence, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Il y a un auteur américano-turc qui s'appelle... qui a écrit un livre qui s'appelle Vérité, Private Truth, Public Lies, Timur Kuran, et qui raconte que les gens ont deux consciences, en fait, une conscience... ils préfèrent en général être en accord avec leurs voisins plutôt qu'en accord avec leur conscience. Donc en fait, ils pensent noir et ils ont un masque blanc ou le contraire, mais ils préfèrent faire comme les autres. Alors ils pensent eux-mêmes, dans le fond d'eux-mêmes, ils savent, mais il ne faut pas dire parce qu'il ne faut pas se mettre en désaccord avec ses voisins. Ils finissent par s'aveugler eux-mêmes au final. Donc en fait, ils ne croient pas. Ils savent, mais il faut dire. Et il explique d'ailleurs les révolutions. C'est un livre qui n'a pas été traduit en français, c'est dommage parce qu'il démonte complètement le système démocratique, parce qu'il explique que même dans l'urne, on finit par voter comme ses voisins pour ne pas voter selon sa conscience. Et qu'il y a à certains moments, en fait,
les gens qui sont contre finissent par être majoritaires, mais ils continuent à être à voter contre leur conscience. C'est plus confortable. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un certain nombre de résistants disent non, 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 non. Ça, c'est Lech Walesa. Et à ce moment-là, tout bascule d'un seul coup. C'est ça, c'est l'effet de majorité. Ce livre n'est pas traduit en français, il est toujours difficile d'être dans la minorité. Il y a une recension excellente par Michel Tribala de ce livre que je conseille à tout le monde parce que c'est lumineux. Et je pense qu'on est là-dedans. Vous avez tout à fait raison. Alors, je voudrais dire, je ne connais pas Collomb. cet auteur-là, mais en fait, l'idée avait déjà été formulée il y a une centaine d'années par Gramsci, qui était donc un journaliste marxiste et antifasciste. Et il avait dit les prolétaires pour lesquels il militait ont deux consciences à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça. Une conscience qui correspond à leur expérience dans le travail, ils voient qui les exploite, ils voient où part l'argent, ils voient l'injustice, et une conscience qui leur est insufflée, instillée par l'école, l'Église, les médias dominants, et qui est en fait... Donc, deux sortes de conscience se battent à l'intérieur de son cerveau. C'est ça. Et je pense que c'est normal. Les gens, vous savez, sont face à un système éducatif et médiatique énorme. Quelqu'un qui travaille, qui a une longue journée de travail, les enfants à s'occuper le soir, ils rentrent bien crevés. Est-ce qu'il a le temps de commencer à faire des recherches sur tous ces conflits, à réfléchir, à lire plein de choses, surtout quand l'école ne l'a pas préparé à lire? Non, évidemment, c'est très difficile. Donc, je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux gens. Bien sûr. On doit se rendre compte qu'ils sont face à une machine énorme. Vous savez, il y a, à la CIA, il y a un tiers des gens qui travaillent sur l'information. Il y a toute une série d'appareils, d'experts et d'argent qui réfléchissent comment on va conditionner les gens. Bernays, l'inventeur de la publicité moderne, avait créé ces techniques. Il y a plein de gens, il y a plein d'argent pour que les gens pensent bien. Donc, moi, je ne leur en veux absolument pas. Je pense que la question, elle s'adresse à nous. Qu'est-ce que nous faisons pour ouvrir les yeux? Qu'est-ce que nous faisons pour offrir des instruments et pour donner aux gens des endroits, des lieux, des occasions de se battre ensemble pour une vraie information dans leur intérêt? Il est frappant de voir des gens qui vont voter contre leurs intérêts. C'est frappant. Ils votent des gens qui vont leur piquer leur portefeuille. Donc, Alors, en parlant de portefeuille, parce que je voudrais vraiment qu'on aille... Michel Collomb, je voudrais vraiment qu'on aille... parce qu'évidemment, le temps passe trop vite, comme toujours. L'argent, comme on dit. Qui tire les ficelles de cette guerre de l'information? Mais il y a évidemment des financiers derrière qui ont des intérêts d'argent. Et vous les citez, notamment BlackRock. Michel Collomb, vous dites BlackRock tout puissant et inconnu. Et je vous donne les premières phrases de cette page sur BlackRock. Discrets, ils investissent en Ukraine et conseillent Zelensky. Les médias ne les mentionnent jamais. Et pourtant, en quelques années, ils ont détrôné les puissantes banques d'affaires. BlackRock est devenu le principal fonds d'investissement du monde. Et vous donnez les chiffres. 17 milliards de dollars gérés en 1992, 10 milliards de dollars gérés fin 2021. Une croissance phénoménale. Voilà, et puis vous continuez, et en fait, ce qu'on comprend, c'est que BlackRock a évidemment investi sur toute la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, et est en lien direct avec Zelensky. Alors, on va aller là-dessus. François Martin, vous voulez réagir immédiatement? Oui, bien sûr. Je suis frappé par ce mantra de la reconstruction, et par le fait que personne ne se pose la question de savoir comment on peut reconstruire un pays alors qu'il est en guerre, et qu'on ne sait pas si les Russes seront pas à la frontière polonaise dans un an. Donc ça frappe le bon sens, ça n'a absolument aucun sens. Donc on est obligé de se poser la question, et je vais raconter une toute petite anecdote. À une époque, je travaillais en Afrique, j'ai travaillé en 40 ans en Afrique, et nous vendions en Mauritanie. C'était pas moi qui m'en occupais, c'était le patron. Certains Mauritaniens sont connus pour des gens qui payent très mal, et ils achètent des quantités énormes parce que ça part ensuite dans toute l'Afrique. Donc on leur vendait pour 1 million d'euros, 2 millions d'euros, ils nous plantaient, ils finissaient après 6 mois ou 1 an de négociation par nous payer 1 million, et puis quand on avait fini, on leur refaisait un nouveau business. Donc moi je me suis toujours posé la question de savoir si quelque part il n'y avait pas
un certain nombre de gens dans la société, et en particulier les patrons, qui n'allaient pas les voir en disant écoute, tu me dois 2 millions, tu me payes pas, tu me payes 1 million, et puis 500 000, tu me les mets à gauche, au-delà des mers, et puis après on recommence. Donc pour moi, on est exactement dans le même système. Quand vous avez une contrepartie pourrie, dont vous savez qu'elle va pas vous payer, et que vous voulez absolument faire du travail avec eux, vous êtes obligé de vous demander que vous avez en face de vous en Ukraine la plus grande lessiveuse du monde. Je ne peux que me poser la question quand je vois qu'on veut absolument vendre à un pays dont on sait parfaitement qu'il ne paiera pas, ça n'a aucun sens. Donc le narratif qui est en train de qu'on est en train de nous monter là aussi autour de la reconstruction, alors que les conditions de la reconstruction sont absolument pas là pour le moment, ça ressemble à une énorme arnaque. Alors Michel Collomb, concrètement, racontez-nous un peu ce qui se passe avec BlackRock. Et puis justement ces conditions de reconstruction qui ont été données à BlackRock. Oui, le public ne se rend pas compte, et moi-même en commençant l'enquête, je n'avais pas encore saisi toutes les dimensions. Le public ne se rend pas compte qu'une firme comme BlackRock et Vanguard, ils sont étroitement liés, il y a 2-3 autres fonds d'investissement, super fonds d'investissement avec, mais BlackRock en est vraiment le symbole. Il ne se rend pas compte que ces gens-là sont effectivement dans toutes les firmes du CAC 40 avec des positions décisives, dans toutes les firmes de Wall Street aux États-Unis, qu'ils sont effectivement dans l'agrobusiness en Ukraine, c'est pas un pays pauvre, c'est un pays stratégique au point de vue de la production agricole, qui sont dans toute une série d'entreprises de l'Ukraine. Il faut savoir que quand on fait la guerre dans un pays, le volet reconstruction, c'est-à-dire bien détruire pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir remplacer et comment on va pouvoir prendre le contrôle de l'économie, ça fait déjà partie des plans de guerre. BlackRock, en plus de ça, est actionnaire avec Vanguard majoritaire dans les firmes d'armement. Donc celles qui sont en train de vendre plein d'armements à l'Ukraine et aux pays occidentaux, c'est BlackRock. Ils sont également dans les grands médias des États-Unis. Je fais la liste avec les pourcentages très précis. Passionnant. Et tenez-vous bien, ils sont aussi dans les GAFAM. C'est-à-dire que quand Google, Facebook, etc. collaborent avec l'OTAN pour déterminer en truquant leurs algorithmes qui vous allez pouvoir lire et qui se trouvera à la page 29 où personne ne va jamais, ils rendent des gens comme nous invisibles. Donc vous voyez, BlackRock, il fait la guerre, il en profite et il fait l'information sur la guerre et il censure les autres informations sur la guerre. Il est temps que les gens se rendent compte de cette extraordinaire fusion des pouvoirs. Oui, non, mais ça c'est énorme ce que vous racontez. En effet, ils sont partout. Ils sont et dans les médias et dans les d'ailleurs proches du gouvernement. Vous le précisez aussi, qui est Larry Fink, invité permanent à l'Élysée. Oui, il est à tu et à toi avec Macron et quand il lui dit vos retraites, la sécurité sociale, ça m'intéresse, il faut amaigrir la sécurité sociale pour qu'il y ait plus d'argent qui vienne chez nous. Il a placé 4 pions très importants qui viennent directement de BlackRock et qui sont autour de l'administration Biden et qui retourneront à BlackRock quand leur travail aura été fini. Il a fait main basse sur le président de la CDU après Merkel en Allemagne. Ils sont absolument partout au niveau politique, médiatique, avec évidemment des lobbyistes et des entrées directes partout. C'est vraiment, je le répète, il est temps que les gens se rendent compte du véritable pouvoir dans notre société. Oui, François Martin. Oui, je rajoute un point là-dessus en élargissant un peu, puisque j'ai travaillé 40 ans, en particulier en Afrique, que j'ai vu la guerre en Angola, au Congo, au Nigeria et dans d'autres pays. Et je confirme que la guerre est le moyen de s'enrichir le plus et le plus vite. Et que si un jour on fait une émission spéciale sur la corruption en temps de guerre, chère Clémence, mais allons-y, parlons de blanchiment d'argent. Se dresseront sur votre tête quand je vous détaillerai comment ça se passe en Afrique, la façon dont les gens sont piégés. Un exemple très simple, les gens qui sont, on a parlé BlackRock, mais parlons des oligarques locaux, quand vous avez un système de guerre, vous avez le monopole, parce que vous avez payé des types de l'État, sur les concessions portuaires, sur les produits de première nécessité, à l'achat et à la vente, et sur les ressources, les devises pour acheter. Donc vous achetez avec des devises que vous avez à un taux, quelquefois 1 pour 10. À une époque, le Nigeria importait des marchandises, le taux officiel c'était 1 naira pour $1, et le vrai taux c'était 10
pour $1. Donc ils importaient des marchandises, ils consommaient à l'époque que j'ai commencé dans les sucres, ils consommaient 100 000 tonnes de sucre et ils importaient 700 000 tonnes de sucre. Donc ils revendaient sous le manteau par les frontières du Nord, ce qui fait que les Aladji du Nord aujourd'hui sont les grands patrons du Nigeria. Ils revendaient 600 000 tonnes dans toute l'Afrique. Donc voilà comment ça se passe. Et ensuite vous piégez les gens. Moi j'ai vu en Angola des gens rentrer, on m'a dit, parce que j'y étais pas là, rentrer dans des boutiques avec des grenades dégoupillées en leur disant si vous me donnez pas un kilo de riz pour mes enfants, je fais tout péter, parce que les oligarques locaux, qui étaient souvent des Libanais d'ailleurs, importaient des marchandises et les vendaient à 1000 fois leur prix, 1000 fois leur prix. Donc c'est la façon de s'enrichir en économie de guerre, c'est le truc le plus fabuleux. Si vous regardez par exemple en Ukraine, quand vous voulez sortir d'Ukraine, vous apercevez que si vous voulez passer le contrôle, non pas la frontière, mais le contrôle avant la frontière, ça vous coûte 10 000 € ou 10 000 $ par personne. Donc d'abord, c'est pas les pauvres qui partent, et ensuite, qui c'est qui se prend tout ça dans la poche quand vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions de types qui partent? Où va l'argent? Non mais avant même de partir de parler de ceux qui partent, alors d'abord une précision, parce que je crois que j'ai mal lu, je vois des commentaires sur le live YouTube, et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, d'ailleurs j'en vois pas beaucoup en ce moment. Vous dites, j'ai dit tout à l'heure pour BlackRock que c'était un fonds d'investissement du monde qui gérait 17 milliards de dollars en 92, et je sais pas si j'ai mal dit, donc je redis, 10 000 milliards aujourd'hui, gérés fin 2021. Voilà. 10 000 milliards. Donc on est passé de 17 à 10 000 milliards fin 2021 pour BlackRock. Préciser immédiatement, je ne sais pas si je l'ai dit, BlackRock donc détient par action des médias, l'agence de presse Reuters, c'est quand même pas rien, le numérique, puisqu'ils sont actionnaires numéro 1 et numéro 2 de presque tous les GAFAM, c'est ce que vous disiez, Michel Collomb. Donc en effet, on voit les tentacules qui sont du début à la fin, mais le début de l'histoire, c'est qu'ils détiennent également l'armement, Michel Collomb. Oui, j'ai analysé les grandes firmes des États-Unis qui profitent de cette guerre et de toutes les autres, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics et Northrop Grumman, ce sont des colosses, et il ne faut pas considérer que c'est seulement des marchands de canons. En réalité, ils sont liés à Microsoft, qui en fait partie aussi, à toute une série d'entreprises de technologie, à la finance, etc. Donc, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, justement, le président Eisenhower aux États-Unis, c'était un général prestigieux, mais quand il a terminé son mandat, il a fait une allocution d'une quinzaine de minutes, et dedans, il y avait plus de 2 minutes consacrées à mettre ses citoyens en garde contre l'emprise du complexe militaro-industriel, du lobby des marchands de canons sur la société et la démocratie. Il n'a pas du tout été suivi, les budgets n'ont pas arrêté d'exploser. On a inventé des ennemis qui n'existaient pas pour des objectifs, donc faire du fric sur les armes. Et maintenant, effectivement, BlackRock et Vanguard sont là-dedans. Les firmes d'armement sont directement dans les médias des États-Unis. Donc, vous avez ces situations paradoxales que des gens font sur une guerre qui les enrichit à chaque minute. Oui, et qui les enrichissent et qui les enrichiront jusqu'à la reconstruction, puisqu'ils sont déjà prévus pour la reconstruction. C'est un cynisme absolu. Vous gagnez pendant et vous gagnez après. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut absolument tenir ça en ligne de compte lorsqu'on se pose les questions géopolitiques, à savoir est-ce que les Américains sont sur le reculoir, il n'est pas de temps pour eux de négocier, etc. Si vous rentrez pas dans votre logiciel de réflexion le fait qu'il y a des gens qui gagnent des fortunes, même si leur pays va dans le mur, si vous ne rentrez pas ça en ligne de compte, vous ne comprenez pas pourquoi on ne dit pas à Zelensky « stop » et qu'on lui dit encore, alors qu'il a perdu 70 000 personnes, 70 000 hommes lors de la contre-offensive. Enfin, je veux dire, la logique, ce serait de dire, attendez, l'élection américaine s'approche, on ne gagnera pas, donc vite, on rétropédale. Or, c'est parce que vous voyez... on voit quand même dans le New York Times des articles maintenant, on voit que même chez les Américains et même chez les démocrates, un petit changement de ton, peut-être parce que justement, même là-bas, vous allez nous le dire, Michel Collomb, peut-être que les intérêts évoluent également. Ouais, c'est-à-dire que dans le livre, on donne
On cite plusieurs personnalités, stratèges, militaires, etc., qui disent que l'Ukraine ne va pas gagner cette guerre, ne peut pas gagner. C'est Et ça. donc, une chose importante que les gens doivent savoir, c'est que les États-Unis, et la Grande-Bretagne derrière eux, mais avec la complicité de l'Europe qui a gardé le silence, les États-Unis, depuis le début, disent pas question de négocier, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien, Oui, tout à fait. parce que le Ça, c'est but le mot n'est pas d'un des de sénateurs. protéger les Ukrainiens. Zelensky et Poutine étaient arrivés à un accord quasiment déjà le 5 mars, Oui, après 10 oui, jours de guerre. quelques mois après. En Turquie. Donc, on a insisté pour que la guerre continue, pour, il n'y a pas d'autre mot, emmerder la Russie, essayer de l'isoler internationalement, ce qui n'a pas marché. C'est ça. Et donc, on a sacrifié, ces gens disent qu'ils défendent les Ukrainiens, en réalité, ils sont directement responsables du fait qu'on est maintenant à presque 500 000 soldats ukrainiens qui sont morts. Il n'y a ça. pas d'information là-dessus, c'est complètement Mais justement, minimisé. dernièrement, on Aux en avait parlé États-Unis, avec Jacques Beau. Aux Ouais. États-Unis, ça commence Voilà. à se dire. Ouais, ça commence Oui. à se dire. Comment vous expliquez juste ce fléchissement pour conclure cet entretien? Eh bien, l'opinion publique a beaucoup plus de résistance et de capacité qu'on ne le croit. Aux États-Unis, maintenant, il y a une majorité de gens qui disent stop, il va y avoir bientôt une élection. En Allemagne, malgré le battage incessant de tous les partis et de tous les médias, une majorité d'Allemands pense qu'il faut négocier avec la Russie, point barre. Et donc, même en France, où la situation est très mauvaise, on a, après 1 an et demi de battage, quelque chose comme 27, 28, 30% de gens qui disent il faut arrêter la guerre, il faut négocier. Donc, je crois que la dernière recommandation importante, c'est que, quelle que soit la position qu'on ait sur la guerre, il faut tout faire pour l'arrêter. Il faut aussi montrer que les Ukrainiens en souffrent, leur pays est détruit, les hommes meurent, etc. Et donc, il faut informer les gens et imposer un véritable débat. S'il est toujours refusé dans les télévisions publiques et dans les médias publics, il faut imposer le débat partout là où on est autour de. Et je sais que François Martin veut dire un dernier mot de conclusion également, mais bon, là on peut pas, puisqu'en plus c'est l'un de vos chapitres sur les nazis et l'image du nazisme et le fait que ça a été réfuté sur l'Ukraine. Et là on a vu ce qui s'est passé au Canada, où d'un seul coup tout le monde ouvre des yeux ébahis. Ah oui, il y a des Ukrainiens nazis. Pardon. Alors Justine Trudeau obligée de s'excuser derrière. Un petit mot là-dessus peut-être, Michel Collomb, puisque vous avez un chapitre. Tout le monde le savait depuis le début. Il y a une 60aine de villes en Ukraine qui ont des monuments, des rues, parfois des écoles, Bandera, à la notamment. mémoire de Bandera et des collaborateurs d'Hitler. Et c'est connu depuis le début. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont formé les pires milices néo-nazis et antisémites. Azov, Haïdar, 14 et tous ces gens-là. Financé aussi. Donc c'est connu. Et la grande question où chacun doit interpeller, c'est ces journalistes, les médias qu'ils suivent, pourquoi vous nous l'avez caché? Pourquoi, par exemple, sur Facebook, il était interdit de faire la promo des néo-nazis d'Azov jusqu'au 23 février 22, et le 24 février, ça devenait légitime, c'était des grands défenseurs de l'Ukraine. Tout à fait. Oui. Je rajoute à ça le fait qu'on sait que depuis 2014, les Russes présentent une motion à l'ONU en demandant qu'on interdise la glorification du nazisme. Tous les pays du monde le votent, sauf 2, qui sont la Russie, qui sont les États-Unis et l'Ukraine. Et tous les pays d'Europe, y compris l'Allemagne, s'abstiennent. Donc on sait exactement ce qu'il en est depuis le début. Tout ça est une affaire de Tartuffe magistrale. Et puis, alors voilà. ne soyons pas non plus Tartuffe du côté de la Russie aussi, qui a ses intérêts à parler du nazisme. Oui, évidemment. Mais enfin, la vérité est quand même là. Je veux dire, quand on est l'Allemagne, on ne peut pas se permettre de voter, de ne pas voter une motion disant qu'on interdit la glorification du nazisme. Alors moi, je remercie Michel Collomb. Donc moi, je suis tout à fait d'accord évidemment avec tout ça. En conclusion, je dirais simplement que il y a des intérêts
aujourd'hui, on est dans le stop ou encore. Alors, les opinions disent de plus en plus stop, mais qu'on a montré qu'on peut museler les opinions assez facilement. Il faut pas oublier qu'il y a les encore qui sont derrière les BlackRock et les gens comme ça, qui continuent à pousser, même si, donc, je pense qu'il y a une fracture qui est en train de se faire, et j'espère qu'elle va se faire. Et qui se fait aussi au niveau international, c'était la conclusion de votre livre, avec le monde multipolaire. À un moment donné, il va y avoir, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis ils viennent de virer le chef de la majorité républicaine parce qu'il avait dealé avec les démocrates par derrière pour préparer un budget pour l'Ukraine. Donc ça va péter. Oui. Bon, alors ce qu'il faut expliquer, ce qu'il faut espérer, c'est que ça soit ceux qui veulent véritablement qu'on s'oriente vers la paix qui prennent le dessus, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et comme vous l'expliquez très bien et comme l'explique Eric Branca dans son magnifique livre, les Américains sont les coutumiers de suivre deux stratégies contradictoires en parallèle pour choisir la bonne. Oui. Donc eux, ils peuvent pas se permettre vis-à-vis de leur opinion de dire on y va. Donc ils disent Européens, petits Européens, vous faites ce qu'on vous dit, on vous botte les fesses, donc vous dites toujours plus, et si nous on ne peut pas payer, c'est vous qui allez payer, c'est ce qui est en train de se faire, parce qu'on considère que vos opinions chez vous sont plus faciles à manipuler. On doit conclure, François Martin. Voilà, et c'est ce qui est en train de se passer, et au dernier moment, on choisira ou la paix ou la guerre. Oui, eh bien, merci beaucoup en tout cas à vous deux et je renvoie tous nos auditeurs. D'abord, encore des pouces s'il vous plaît, encore du référencement. On a besoin d'être suivis sur cette matinale qui fait déjà 1500 viewers en direct. François Martin, je rappelle le titre de votre livre, L'Ukraine et le basculement du monde aux éditions... Un basculement du monde. Un basculement du monde, oui d'ailleurs, pardon. Aux éditions Jean-Cyril Godefroy et Michel Collomb, donc fondateur d'Investigation et Ukraine, la guerre des images. C'est très très pédagogique et très bien fait. Investigation, c'est aussi le nom de votre maison d'édition pour ce livre. Merci beaucoup à vous deux, c'était absolument passionnant. Vous êtes très nombreux à avoir commenté et à demander plus, donc on fera une suite à cet entretien.